Donc on avait créé des éléments dans document. Du coup, on va aller dans document. Et là, si votre profil itinérant a bien marché, on retrouve le répertoire et le fichier essai qu'on avait créé sur le premier PC. Et donc là, si on applique des modifications ici, je l'appelle test 1 par exemple, j'enregistre. Quand on sera déconnecté, qu'on va se reconnecter sur l'autre, on va trouver à l'intérieur du fichier essai test 1. Donc, et après, si je vais dans ce PC, vous voyez qu'ici, on a bien le répertoire vente qui est automatiquement monté. Donc, on n'a plus qu'à faire un double clic dessus. Et comme on a les droits, bah, on peut faire ce qu'on veut. On peut rajouter un autre vente 1.txt par exemple. Et donc, du coup, si on va sur le serveur, dans le répertoire vente, on va bien trouver notre répertoire vente. Donc, ça veut dire que c'est bien relié à ce répertoire-là. Et donc, ça, on peut le faire pour chaque utilisateur. On peut mettre un répertoire comme ça de base partagé. Et je vous montrerai après qu'il y a des moyens d'en mettre plusieurs simultanément. Mais c'est juste que dans Profil, par défaut, vous pouvez mettre qu'un seul répertoire en montage automatique comme ça. Mais on va voir qu'après, on peut en mettre plusieurs qui sont situés à plusieurs endroits. Du moment que la machine a bien accès aux endroits, on va pouvoir. Voilà, donc là j'ai dit pour vérifier, donc pas celui-là. Si je vais du coup dans les documents, essai, donc j'ai bien mis test 1. Je me déconnecte. Je retourne dans le premier. Je remets du coup notre utilisateur vente. Et si on va dans document essai, on va trouver test 1. Donc ça veut dire qu'il a bien fait suivre entre les deux ordinateurs les informations. D'où l'utilité du coup du profil itinérant. Du coup, effectivement, s'il y a des personnes, là par exemple, il y avait le cas effectivement soulevé, des personnes qui font du télétravail, mais qui sont aussi des moments en entreprise, bah, du coup, qu'elles soient chez elles ou sur un ordinateur de l'entreprise, elles auront toujours leurs documents, et en plus, ces documents seront toujours sauvegardés sur le serveur, ce qui veut dire c'est qu'en cas de problème de leur machine, eh ben, tous leurs documents, ils les auront toujours. Alors que si, par exemple, c'est une machine que leur avait prêté la société et que c'était que en local les documents, et bah du coup, si jamais il y a un problème avec cette machine-là ou qu'ils se la font voler, et bah les documents, du coup, ils les ont perdus. Si c'est pas relié au réseau. Ils ne peuvent pas se connecter à distance à la machine physique, par exemple. Si, ça on peut faire avec ce je vous ai montré par exemple l'autre fois qu'on avait testé, la connexion par RDP, En général, ils font par quoi? bureau à distance. Les serveurs, en général, ils font quoi? Ça peut, les deux sont utilisés. Soit une synchronisation via VPN pour relier le serveur de l'entreprise avec les répertoires partagés, ou la connexion à une machine physique à distance, sur un serveur par exemple. Mais souvent, c'est plutôt une machine locale et qui est reliée en VPN au réseau du serveur, plutôt souvent. Mais les deux sont possibles, ça dépend des infrastructures, comment elles ont été faites. Parce que du coup, si c'est des machines partagées sur un serveur, il faut avoir pensé à l'infrastructure avant et tout. Donc si c'est un truc qui existait déjà depuis un moment et tout, il faut plutôt utiliser
le partage ou alors que les personnes mettent tout forcément obligatoirement dans le répertoire de l'entreprise. Qu'il n'y ait rien qui soit stocké en local sur leur machine. Donc le profil itinérant aide à ça aussi, à faciliter que la personne n'oublie pas de mettre sur le serveur. Parce que du coup, étant donné que c'est sur le serveur, ces documents-là, après, seront sauvegardés normalement dans le cadre d'une bonne sauvegarde serveur. Normalement, du coup, les répertoires partagés, enfin les répertoires itinérants, sont sauvegardés aussi. Mais là, du coup, il faut avoir juste bien réglé la sauvegarde pour ça. Donc, voilà. Après, tout à l'heure, j'ai eu une autre question. C'était le WDS, est-ce qui permettait d'installer des programmes à distance sur les ordinateurs. Donc le WS directement, non, on ne peut pas le faire. Lui, il va être là pour gérer des systèmes d'exploitation. Après, ça peut être un système d'exploitation personnalisé où il y a déjà des programmes qui sont préinstallés dessus. Ça, c'est une possibilité. Mais par contre, il y a d'autres possibilités avec un serveur qui vont permettre d'installer pas mal de programmes. Je ne dis pas forcément tous les programmes, mais qui vont permettre d'installer une partie de programme directement à partir d'un serveur AD. Et tous les machines à lesquelles on aura droit dit d'installer recevront l'installation de logiciels. Par exemple, si on veut installer qui nous servira pour la suite, on va dire VNC, taille VNC par exemple, ou Real VNC, mais que du coup, c'était pas installé sur les postes, on va dire sur 10 postes même, on va pouvoir faire ce qu'on appelle une règle de GPO, Group Policies Object. Group Policies Object. Et du coup, ce sont des règles qui vont s'appliquer à tous ou un ensemble d'utilisateurs et d'ordinateurs. Au niveau pour gérer les règles de mot de passe, les historiques de mot de passe. S'il y a des utilisateurs ou pas qui ont droit d'accéder à PowerShell ou à CMD. Même on peut bloquer les programmes qu'ils ont le droit d'utiliser. Si on ne veut pas qu'ils utilisent autre chose que Edge, on peut dire que les autres navigateurs sont bloqués. Par exemple. On peut gérer beaucoup de choses, comme justement notamment installer des logiciels à distance, comme ça quand l'ordinateur va se connecter, il va récupérer le logiciel. Non, CCR peut être en mesure de le faire. Tu fais dans le technicien niveau 2, Ouais. Tu fais Ouais. des GPO. Bah, les GPO sont même au programme du TI, de trucs de base. Il est censé être capable de gérer des GPO. Comprendre, oui, mais est-ce que le faire, c'est En tout cas, à l'issue de la formation, normalement, s'il a bien suivi les choses, il est capable de le faire. Est-ce que l'entreprise va prendre Pas forcément, ça dépend. Ça dépend s'il y en a beaucoup à faire ou quoi. S'il y en a beaucoup à faire, mais qu'elles sont simples et que c'est répétitif, il faut plutôt payer un technicien temporairement pour le faire. En fait, ça dépend si c'est une grosse entreprise. Oui, aussi. Donc après, la grosse entreprise, elle aura déjà pas mal de personnel interne et tout. Donc ils peuvent faire varier. Et du coup, des techniciens, même standards, ils auront peut-être amené à voir pas mal de choses en fonction de comment l'évolution interne et tout, comment ils gèrent les programmes internes. Donc du coup, les GPO vont nous permettre d'installer effectivement des logiciels directement à partir du serveur. Il y a aussi pas des trucs de déploiement de logiciels, de mise à jour. Ça, c'est le WSUS que j'avais parlé. On va essayer de voir après. En fonction de si jamais il y a des décalages, c'est peut-être lui qui va sauter, qu'on va passer un peu plus vite dessus, parce que c'est pas la priorité, mais on va essayer de le voir à un moment. Mais ça, c'est exclusivement pour les produits Microsoft, pour déployer les mises à jour, pas pour déployer le logiciel en lui-même. Après, il y a des plateformes particulières comme
qui sont payantes à côté, comme je vous avais montré PatchMyPC et Nanite, ils ont des versions payantes pour le réseau exprès pour déployer sur plusieurs machines simultanément, y compris surveiller les mises à jour et tout. Ils ont des versions avancées, mais c'est des trucs payants. Mais du coup, c'est pour ça qu'on ne les voit pas. Mais il existe des diverses possibilités. Mais nous, je vais vous montrer comment le faire à partir des GPO. Et c'est pas forcément tous les logiciels non plus qui vont être compatibles. Puisqu'il y aura, comme je le montrerai, il y aura un format spécifique de fichier qu'il faut pour que ça soit reconnu. Et donc après, tout simplement un truc tout bête et tout, mais pour adapter en fonction du service, ça peut être par exemple le fond d'écran qui va être changé en fonction d'un service, par exemple. Le service directeur, il a un fond d'écran, les services ventes, il a un autre fond d'écran, et ainsi de suite. Et on peut bloquer avec les GPO, donc du coup que ça soit ça qui soit utilisé, et on bloque derrière après le fait que les gens puissent changer le fond d'écran. C'est-à-dire qu'on assigne un fond d'écran et personne ne peut le changer. Donc ça permet de personnaliser un peu les PC, on peut faire des restrictions et tout. Personne ne peut le changer. Oui, enfin on personnalise, c'est l'administrateur qui personnalise pour les gens. Ouais. C'est pas les gens qui peuvent personnaliser eux-mêmes. Et voilà, on peut tout régler, on peut régler même les couleurs utilisées par Windows, les thèmes et tout, on peut les régler à partir des GPO. Vous verrez que le choix des choses possibles est assez important. Il peut désactiver, par exemple, les clés USB. Oui, ça c'est une des règles principales qu'on va voir et qui est utilisée dans beaucoup d'entreprises, c'est de bloquer tous les médias externes. Pas forcément les clés USB, mais c'est les clés USB qui sont visées en premier, pour éviter justement les risques de piratage. Parce que suffit que quelqu'un ramène une clé USB qu'il a trouvée dans la rue ou quoi, potentiellement, il peut y avoir un virus qui va infecter tout le réseau. Même si c'est un utilisateur classique, si ça a été infecté par un virus, que ça a été fait de la bonne façon pour contourner des sécurités, bah, ça peut se reproduire sur tout le réseau et permettre du vol de données, du vol de mots de passe, de pas mal de choses, quoi. Donc, vous avez dit c'est pour bloquer Tous les médias externes. C'est-à-dire que les même, imprimantes. non, pas les imprimantes, mais par exemple un CD, Ah, parce que tout ce qu'on peut brancher qui vient en externe. Effectivement, l'imprimante, c'est différent. C'est pas considéré comme un média. vous savez, il y a des clés USB Mhm. qui simulent d'autres en fait. Oui, Pas pareil. mais du coup, normalement, c'est censé, au niveau de la détection du port USB, il est censé détecter que quelque chose est rentré dedans. Et même si c'est une émulation, il va le voir quand même normalement qu'il y a quelque chose. Après, je dis pas que ça soit complètement Ouais, infaillible, hein. ça, oui, voilà. Mais, Ça, c'est vraiment le truc de mais normalement, c'est quand même un truc de sécurité qui permet de limiter pas mal de choses, de base. de base. Ouais, voilà. Bien Après, référencé en clé USB et souris. Oui, il sait le faire. Mais après, comme dit Gobi, effectivement, bon, après, tu n'es pas à l'abri d'une clé où le gars a vraiment poussé le truc qui permet et qui fait que ça serait identifié pour le serveur en tant qu'un autre équipement. ça, j'en ai vu. Mais c'est pas les plus courantes, mais effectivement, ça va viser plutôt à ce moment-là les employés de grosses sociétés plutôt. C'est pas une société de 10 personnes, c'est pas là qu'ils vont essayer de faire tomber une clé de genre là à côté, quoi. Et dans ces cas-là, justement, par exemple, voilà, Comment on bloque ça? ouais, ben non. Ouais, ben non, ben non. Mais dans ces cas-là, ouais, le seul truc, ça serait de bloquer tout, en fait. Bah, après, dans ces cas-là, si tu veux vraiment pousser, on va dire, plus Ouais, ou moins la paranoïa ouais, ouais. jusque-là, tu peux désactiver, comme on avait vu dans le BIOS, Tous les... les ports USB, sauf si c'est pour brancher un clavier et une souris, quoi. Voilà. Tu peux aller jusque-là, si tu veux. Du coup, s'il émule un clavier, Ah, c'est ça. Oui, Bah, non, mais sérieux, hein. c'est Parce que ça. moi, je l'ai vu, en fait. Après, je l'ai vu. sinon, tu peux désactiver tous les ports USB sauf un,
celui où est branché ton dongle clavier souris. Donc ça veut dire que de toute façon, même si la personne essaie de brancher Un deuxième. un autre dongle, il ne marchera pas. Et puis ça se verra que tu as théoriquement des fois un deuxième dongle. Donc ça, c'est vraiment pour pousser le plus loin. Mais déjà, ça permet de bloquer quand même pas mal d'attaques de fait de ne pas pouvoir autoriser des médias. Mais par contre, étant donné que souvent les informaticiens et tout, enfin, ou vous en technicien, souvent vous aurez besoin, vous, des fois, d'avoir des clés USB. Parce que vous aurez des scripts, des trucs comme ça dessus. Du coup, c'est pour ça que c'est mieux de passer par les GPO que de bloquer tous les ports. Parce que par les GPO, on peut appliquer la GPO aux utilisateurs qui ne sont pas administrateurs. Mais par contre, ceux qui sont administrateurs ou d'un autre groupe ou d'une autre OU, eux auront droit d'utiliser les clés USB C'est-à-dire, au niveau des utilisateurs. c'est-à-dire, lorsque il tape le chemin et le passe, ça dépend de son profil. C'est ça. Il peut activer, désactiver Les GPO ne seront pas les mêmes en fonction de chaque utilisateur ou chaque groupe d'utilisateurs. C'est ce qu'on va voir après. Et c'est là que justement commence à être intéressant les OU que je vous avais montré qu'on pouvait créer, dans lesquels on pouvait glisser des ordinateurs et des utilisateurs. Parce que du coup, c'est les GPO, on va les appliquer soit à tout le serveur, donc ça va s'appliquer à tous les utilisateurs, ou on va les appliquer à des OU, c'est-à-dire ça va s'appliquer aux utilisateurs qui sont à l'intérieur de ces OU, uniquement. Et donc si les utilisateurs qui ne sont pas dans ces OU-là ne seront pas concernés par les GPO en question, ou pas par toutes les GPO. Donc on peut personnaliser et faire varier assez facilement qui est impacté ou pas par les GPO. Et également pour les installations de logiciels, tous les utilisateurs n'auront pas forcément besoin de tous les logiciels. Donc il y a des logiciels qu'on va installer sur toutes les machines et il y en a d'autres qu'on va installer que sur certaines machines. Donc ça, on peut le faire varier aussi. Et ça, de toute façon, on le verra. réellement, c'est exactement qu'est-ce qu'il a passé dans le il a modifié les niveaux de registre pour activer les choses comme ça. À quoi servent les GPO, c'est ça? Oui, GPO, qu'est-ce qu'il a modifié réellement sur le PC pour qu'il soit Le activé? modifier, oui, je pense qu'elle doit agir effectivement au niveau de la base de registre, puisque la base de registre inclut tous les paramètres. Les bases de registre, elles peuvent modifier. Oui, mais bon, il faut qu'il soit administrateur et après tu peux bloquer, tu peux faire dans ta GPO, tu peux faire une règle qui empêche d'utiliser regedit. Donc les utilisateurs qui sont bloqués ne pourront pas utiliser regedit pour pouvoir modifier la base de données. Et les autres logiciels qui peuvent modifier les registres. Oui, je dis pas qu'il y en a le seul, mais bon, si tu l'as bloqué là, ça veut dire qu'il n'est pas administrateur. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir installer de logiciel sans te demander l'accord d'un administrateur du réseau. Donc, ça veut dire qu'il ne pourra pas modifier la base de registre comme ça. Et puis, hein, il y en a, je dis pas, mais ça veut dire que déjà, le gars, il sait quand même, il en veut quand même. Hein. Il sait quand même déjà, il connaît déjà pas mal de choses. Donc c'est pas forcément à la portée de tout le monde, tous les utilisateurs lambda non plus. Comment il va détecter qu'est-ce qu'il a fait exactement, qu'est-ce qu'il a acheté sur l'ordinateur? Comment il va le savoir? Oui, Bah, en essayant et il va recevoir un message, non, vous n'avez pas le droit. dans le log, Non, directement, s'il essaie d'utiliser un logiciel qu'il n'a pas droit, il recevra, aller sur l'écran, il y aura un message, l'utilisation a été désactivée par votre administrateur. mais le mec de sécurité, il veut savoir c'est qui a essayé de modifier le registre. Bah ça après le registre local ça dépend comment si tu renvoies le truc d'événement vers un autre où l'administrateur va voir toutes les machines, là il devrait pouvoir voir une trace de qui a tenté de modifier la base de registre. Mais la base de registre, elle, ça sera local de toute façon. Ça sera pas au niveau du serveur.
Mais bon, il faut vraiment que le gars, déjà, il en veuille, il connaisse déjà pas mal de choses pour aller chercher modifier la base de registre. Donc à ce moment-là, s'il attaque ça et qu'il sait quoi, autant qu'il postule pour le service informatique. Dans ce cas-là, plutôt que de rester à son poste. Oui,